si This episode is brought to you by Amazon. Sometimes the most painful part of getting sick is the getting better part. Waiting on hold for an appointment, sitting in crowded waiting rooms, standing in line at the pharmacy, that's painful. Amazon One Medical and Amazon Pharmacy remove those painful parts of getting better with things like 24/7 virtual visits and prescriptions delivered to your door. Thanks to Amazon Pharmacy and Amazon One Medical, healthcare just got less painful. vous écoutez ce podcast, vraiment écoutez, genre laissez infuser, juste on écoute et on voit ce qui résonne ou pas. J'ai remonté le fil de toute ma vie intra-utérine. What? Parfois même nous on sait pas. Mais quand on creuse un peu, on se rend compte que, en fait, c'est pas tant d'aller vérifier si le fait est exact, parce que parfois ça remonte à la période intra-utérine, mais c'est juste que quand tu le dis, c'est comme si ça faisait sens et que tout notre corps réagissait et se détendait dans cette affirmation de « Ah ben oui ». Bonjour Mathieu. Bonjour Marie. Alors déjà, je vais commencer comme chaque début d'épisode par me présenter rapidement. Je suis Marie Arnoux du podcast Sois sage et parle fort depuis plus de 6 ans. C'est encore une des premières fois que je tourne quelque part et je trouve que c'est très intimidant. Pour ceux qui arriveraient sur ce podcast pour la première fois ou par le hasard ou par un partage ou que sais-je, j'ai ce podcast depuis 6 ans. Qu'est-ce que je suis? Qui je suis? Je suis Marie Arnoux et j'utilise les mots pour avoir de l'impact, que ça soit dans mes accompagnements de l'humain, en individuel, ou par mes mots écrits en tant que rédactrice et consultante éditoriale, et plein d'autres choses à côté. Mais ce serait trop long à détailler. Aujourd'hui, je reçois Mathieu, donc, qui est enfin là. J'avais très hâte de faire cet épisode avec toi. Cet épisode, on ne sait pas trop par où il va partir. On n'a pas vraiment programmé quoi que ce soit. On va laisser les choses faire. Mais avant, j'ai 2 citations, parce que je n'ai pas pu choisir, qui vont être probablement un des fils rouges, je pense, de cet épisode et de notre rencontre, que l'on expliquera aussi. La première citation, c'est « Nous ne sommes pas des êtres humains ayant une expérience spirituelle. Nous sommes des êtres spirituels ayant une expérience humaine », qui est de Pierre Teilhard de Char. Et l'autre citation, qui est de quelqu'un que j'aime beaucoup, « Tant que vous n'aurez pas rendu l'inconscient conscient, il dirigera votre vie et vous l'appellerez le destin », de Carl Jung. Alors, je vais te laisser déjà nous dire, expliquer, rappeler comment ça se fait qu'on s'est rencontrés. Et puis, je vais te laisser te présenter. Bonjour à tous, bonjour Marie. Moi, c'est Mathieu de Marson. J'ai pas forcément l'habitude de venir aussi me tester comme ça, de me mettre en lumière, de me mettre à l'écran. Donc, c'est un petit peu une première aussi pour moi. Mais ça me fait très plaisir d'être là, en tout cas. Je voulais quand même le souligner. Et pour me présenter, je dirais que j'ai plusieurs casquettes. Tiens, encore un, tiens, mince. On ne peut pas te mettre dans une case? Non, non, ça va être compliqué. Même moi, j'ai du mal à définir ce que je suis, ce que je fais. C'est une de mes problématiques en ce moment, mais ça, on pourra en reparler un petit peu plus tard peut-être. Et donc, ma première casquette, c'est que j'accompagne les gens. J'aime m'appeler un accompagnant de l'être humain, ouais. Simplement. Ouais. Voilà, moi, à la base, j'étais kinésithérapeute, donc de métier. Et de par les expériences que j'ai pu faire avec ma pratique, je me suis rendu compte au fur et à mesure que la pratique de kiné ne me convenait pas forcément. Ça a duré un temps, et c'était cool, mais ça n'a pas duré longtemps. Et en fait, au fur et à mesure de mes expériences, je me suis rendu compte que, avec un patient qui a une pathologie, je prends simplement une tendinite au niveau du coude, okay. On nous a enseigné, on nous a appris que pour traiter cette tendinite, il fallait faire tel protocole. Okay. Donc moi, bête et méchant comme je suis, très terre à terre, oui, comme beaucoup de gens, j'ai appliqué ce protocole. Mm-hmm. Sauf que je me suis rendu compte qu'en fonction du patient, en fonction
de ce qu'il est, eh ben, on va avoir une réaction qui va être différente. Et pourtant, on a appliqué le même protocole. Et du coup, moi, je me suis dit, pourquoi ? Pourquoi ? C'était une des questions que j'ai entendues tellement quand tu m'as fait « Pourquoi ?» Pourquoi ? Pourquoi chez lui, ça réagit en 2 séances et ça va beaucoup mieux après ? Pourquoi chez l'autre, il faut 1 séance ? Pourquoi chez Madame Michel, il faut 15 séances ? Ou voire même, on en a un autre où ça ne marche pas du tout. Et du coup, ça a été le fil conducteur, ça l'est encore aujourd'hui, de ma pratique. Comprendre qu'est-ce qui se passe. Et du coup, adapter au mieux ce que je peux proposer aux personnes. Mhm. Donc voilà, donc ça c'est ma première casquette, je dirais, je pourrais la détailler encore un petit peu par la suite. Ma deuxième casquette, c'est que je travaille chez Meiso. Oui. Ça te dit sûrement quelque chose. Oui, je suis une abonnée fréquente. Voilà, et du coup, moi j'ai un peu fait tous les poches chez Meiso. Alors, pour redéfinir déjà Meiso, ce que c'est ? Oui, Meiso, Quand donc même. centre d'introspection et de flottaison en isolation sensorielle. Tout à fait. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, nous avons 2 centres sur Paris, un centre à Lyon, Ouais. voilà. Et donc moi, dans un premier temps, j'étais sur Lyon. Je vais simplement vous dire quel a été mon premier contact avec Meiso et comment ça s'est déroulé. Mm. Ce sera peut-être plus parlant et vous comprendrez un petit peu plus de ce que je suis. Ouais. Donc on fait un petit retour en arrière, c'était en 2019, Noël 2019. Ma compagne, Mélodie, m'offre une flottaison. Donc Une un flottaison. bon pour aller flotter. Donc un bon pour aller flotter à Meiso, en gros, vous êtes dans une espèce de salle de bain isolée, avec une baignoire, avec des jolies couleurs qu'on peut choisir. Voilà. Et l'eau est à température du corps humain. Elle est chargée en sel de magnésium. C'est un bassin d'eau en fait dans lequel on flotte pendant 1 heure et on ne peut pas couler. Et on choisit ou non de faire s'éteindre toutes les lumières et de n'avoir aucun son, aucune sensation, enfin aucun stimuli extérieur. Et donc l'idée, c'est d'atteindre un état de conscience modifié par le fait que le corps flotte complètement, qu'il n'y a pas de stimuli externe et que cette pratique de l'isolation sensorielle date de John Lilly. Oui, 1950 C'est environ. ça, psychiatre et Américain. neuropsychiatre Neuropsychiatre, voilà. américain, qui a fait plein de tests pour voir ce qui se passait quand on mettait des gens à flotter comme ça, Voilà. et qui s'est rendu compte que les gens atteignaient des états de conscience modifiés similaires à des personnes qui prenaient, pour leur bon vouloir, du LSD. Par exemple, ou tout simplement, si on en vient à la fréquence cérébrale Ouais. à laquelle on atteint quand on Flotte. flotte, on peut comparer ça à un sommeil profond ou un Ouais. état hypnotique. Voilà. Pour revenir à quelque chose de très simple, sans déjà commencer Oui. à parler de psychédéliques et autres. On commence fort. Mais voilà, l'idée, c'est vraiment de se déconnecter de tous les stimuli extérieurs pour ne plus avoir toutes ces informations, ces millions d'informations à traiter Ouais. qu'on a au quotidien. Et comme ça, le cerveau, naturellement, il peut faire « Ah, allez, cool. là, je me pose un peu, j'ai plus qu'à gérer ce qui se passe à l'intérieur. » c'est ça. Bon, c'est pas forcément plus calme. Hein. Voilà. Mais cependant, ça lui fait quand même une pause. Donc, on peut avoir une détente et au niveau cérébral et au niveau corporel. Et oui. Parce que ça reste un bassin de flottaison, donc on flotte, donc on est libéré, quasiment libéré par la gravité. On a 80% de la gravité en moins et on a une température de l'eau à 36 degrés. 36, ok. Et ça pendant 1 heure. Donc, on a normalement, logiquement, une double détente, ce qui fait que c'est quelque chose qui est quand même Agréable. plutôt agréable. Voilà. Ouais. Et toi, t'es rentré là parce que t'avais reçu un bon. Et voilà. Et j'ai reçu ce bon. Et du coup, moi, à l'époque, j'habitais pas sur Lyon et je faisais les allers-retours pour venir voir Mélodie à Lyon. Et du coup, je galérais à prendre rendez-vous. On avait des semaines et des semaines d'attente. C'était booké comme pas possible. Ouais. Oui. Et du coup, je m'étais dit, j'avais pris mon bal en patience. Je me suis dit, voilà, on verra bien. Quand est-ce que je ferai cette flottaison ? Je me dis, le hasard faisant bien les choses, si on estime que le hasard existe. C'est un vaste sujet. Et du coup, je me souviendrai toujours de ce jeudi soir où j'arrive chez elle et là, elle se pose devant moi, elle me dit « Assis-toi » et elle me tend ce fameux test de grossesse positif et m'annonce qu'elle est enceinte. Ok. Donc là, je passe forcément par toutes les émotions du futur papa. C'était prévu ? C'était prévu, on s'était mis d'accord. Ok, c'est déjà bien. C'était
très rapide. Ok. On va dire, à partir du moment où on s'est mis d'accord et le moment où c'est arrivé, c'était assez rapide. Ok. Mais forcément, ça reste quand même une surprise, hein, on va Ouais. pas se le cacher. Et du coup, juste après ce moment-là, bah forcément, on a fêté, voilà, Ouais. on Fiesta, s'est quoi. dit plein de choses, et voilà. Et je me suis dit, il faut que je fasse quelque chose pour moi. Et j'ai repensé à ce fameux bon Oh, pour flotter. Du coup, je vais sur leur site et je me rends compte que le lendemain soir, donc le vendredi, à 21h, il restait une place pour aller flotter. quel hasard. Une seule. Donc voilà. Donc ça a été ma Découverte. rencontre avec la flottaison. Donc je vais flotter et là, je vis une expérience incroyable. Sans vanter tout ce qu'on peut faire chez Meiso. Mais pour moi, la première flottaison a été quelque chose que je n'ai jamais revécu en flottaison. C'est-à-dire que j'avais aucune attente. Je savais pas du tout à quoi m'attendre. Je savais Ouais. pas du tout ce que j'allais faire, si ce n'est me mettre dans un bain d'eau salée, Oui, dans le noir, dans le silence. Voilà, c'était très basique. Chelou, bah, pourquoi je vais faire ça? Pourquoi je vais faire ça, ouais. Et du coup, je me suis dit, bon, bah, vas-y, tu vas te détendre, on verra bien ce qui se passe, quoi. Et ce qu'il faut savoir, c'est que moi, j'ai la faculté quand même à partir en état de conscience modifié Assez facilement. assez facilement. Ouais, je crois que j'ai cette capacité aussi. Voilà. Et du coup, il me suffit d'un rythme de tambour, par exemple, pour modifier ma fréquence. Et du coup, je vais facilement voir des choses. Ok. Et donc, Donc, quand tu avais déjà une sensibilité. j'avais une bonne sensibilité avant d'arriver chez Meiso, ouais. Donc, quand j'arrive dans ce bassin, là, les lumières s'éteignent, je ressens cette petite appréhension, cette petite angoisse de me dire « Waouh, je suis dans le noir » et en même temps, de sentir toutes les possibilités que ça peut offrir, de sentir l'immensité autour de moi, Ouais. de sentir que je suis tout petit, que je suis énorme. Enfin, c'était des sensations qui étaient quand même assez incroyables. Et après, je suis parti en voyage. Ok. Je suis parti en voyage et j'ai remonté le fil de toute ma vie intra-utérine, en partant What? de la naissance jusqu'à la fécondation. Alors, moi, j'ai pas vécu ça. Donc, on n'a pas tous les mêmes facultés, mais toi, je pense que t'as des facultés spéciales quand même. Et du coup, j'ai vu tout en images, en couleurs, avec le son. Enfin, j'ai tout remonté. À un moment donné, je pense que je me suis endormi par la suite. Et quand je suis revenu à moi, il y avait ces fameux petits oiseaux qui m'ont ramené à la réalité. Et je suis sorti et j'ai regardé la maître flotteuse, donc Clara, la collègue de l'époque, qui est devenue ma collègue par la suite. Et je lui ai dit, mais c'est quoi votre truc? Qu'est-ce que vous avez mis dans l'eau? Qu'est-ce qui s'est passé On m'a là? fait boire un truc avant ou. Ok. Et là, je me suis dit, waouh, c'est dément. Et mon côté, je veux tout comprendre, s'est mis en route et s'est dit, waouh, il faut Je vais expliquer, je veux comprendre, je veux rationaliser. Absolument que je comprenne comment ça fonctionne. Et du coup, que je puisse expérimenter toutes les possibilités qu'un bassin de flottaison peut offrir. Et du coup, je rentre chez moi, enfin chez Mélodie, et 5 jours après, on était confinés. Ah oui, j'avais zappé cette. Ouais, ok. Ah oui. Voilà. Donc on se retrouve confinés, tous les deux, elle enceinte, moi qui viens de vivre cette expérience. On arrête nos boulots respectifs, forcément, confinement. On habite ensemble, ce qui n'était pas le cas avant. Ouais. Donc voilà. Ça fait beaucoup de Ça choses fait d'un beaucoup coup. de choses d'un coup. Et donc pendant ce confinement, j'ai repensé à la flottaison. Je me suis dit, il faut absolument que je reteste. Donc je vais sur le site et là, je vois qu'ils cherchent à recruter. Mais c'était pas fermé pendant le confinement? Non, mais ils avaient quand même mis une annonce, si tu veux. Okay. Et donc j'ai envoyé mail, CV, lettre de motivation, sortie de confinement, il me faut un entretien et je suis tout de suite embauché en tant que maître flotteur. Ok. Donc voilà. Donc tu as commencé comme maître flotteur, c'est-à-dire les personnes qui accueillent et qui accueillent, voilà. Okay. Et par la suite, je suis devenu co-gérant du centre de Lyon. Okay. Donc ça a duré un peu plus de 2 ans. Et ensuite, on a quitté Lyon, donc on a déménagé en Bretagne, là où on vit actuellement. Et du coup, j'ai pris un autre poste à Meiso qui est d'être responsable, si tu veux, de tous les liens qu'il peut y avoir à l'intérieur de la boîte. Okay. Et en même temps, vu mon passif de sportif, de gérer tout ce qui est rapport entre flottaison et sport. Ouais, et ça, c'est hyper intéressant aussi parce que l'eau qui est chargée en sel de magnésium a en plus des vertus pour détendre en profondeur les muscles. Oui.
le corps, le Oui. système nerveux. Donc, pour ceux qui font du sport, je ressens aussi les effets à chaque fois que j'y vais au niveau musculaire. Enfin, pas que cérébral, mais vraiment musculaire. Mais du coup, là, quand tu as été embauché chez Meizo en 2019, à la sortie du confinement, du coup, Ouais. tu n'étais déjà plus kiné ou tu continuais ainsi? En fait, le confinement, comme beaucoup, m'a fait un déclic Ouais. où ça m'a... Qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce que je fais? Voilà. C'est une des raisons pour lesquelles je suis allé chez Meiso Ouais. pour bosser. Mais c'est surtout que ça m'a permis aussi de décrocher cette casquette de kiné que j'avais du mal à décrocher. En fait, j'étais dans une pratique où officiellement, j'étais kiné, mais mes séances étaient tout autres. C'est-à-dire que je faisais quasiment plus des séances classiques de kinésithérapie, mais j'étais déjà dans une démarche où je faisais d'autres choses, on va dire. Les autres choses dont on va parler. Voilà. Parce que c'est ça qui fait que c'est difficile à dire ce que tu fais. Et c'est, quand on m'a donné ton numéro, on m'a dit, il a dit qu'il devait te voir. Appelle-le. Qu'est-ce qu'il fait? Je peux pas te dire. D'accord, ok. Donc oui, tu as une approche qui est intrigante, que le cerveau aimerait bien pouvoir expliquer, mais que ce n'est pas possible. Par contre, on constate après, et ce qu'on entend pendant la séance résonne tellement à l'intérieur que il y a plus besoin de faire. On a envie de pouvoir expliquer, mais c'est pas. En fait, ça sert à rien. C'est même pas possible. Et donc oui, tu commençais déjà avec des séances un peu originales, et donc après, tu as poursuivi à Meizo et tu as continué ta pratique. C'est ça. En fait, j'ai continué à bosser en tant que kiné quelques mois pour finalement clôturer ma pratique et n'être plus qu'à Meizo pendant un temps en faisant quelques séances à côté. Ok. Sans la casquette de kiné. Ok. Voilà. Donc aujourd'hui, tu fais ces accompagnements-là quand tu viens sur Paris, Lyon et même peut-être quand tu es en Bretagne. Je commence tout doucement à le faire en Bretagne Ok. parce que voilà, il faut se faire connaître aussi tranquillement. Ok. Et donc, tu as accepté de venir sur Sois sage et parle fort. Oui. Et comment on s'est connus? Comment on s'est connus? Simplement que tu es une cliente régulière de Meiso. Oui. Je suis allée flotter pendant l'été et j'ai fait la rencontre de Morgane, qui est venue sur le podcast, pour ceux qui se rappellent. 2 épisodes qui sont sortis où on a parlé de spiritualité, puisque Morgane a une casquette multicasquette. Elle est spécialisée dans l'astrologie et tout ce qui est vie antérieure, etc. Et j'ai fait une séance d'annales akashiques, qui sont donc les séances de vie antérieure. Et ce qu'elle m'a pondu était tellement énorme et que personne ne pouvait savoir, en fait, à part les personnes concernées qui n'étaient pas dans le visio, dans la séance. Et je me suis dit, mais comment on peut... Ah mais non, on ne peut pas expliquer, d'accord. Et voilà, de manière rationnelle. De manière rationnelle, en tout cas. Et donc, c'est là qu'après, il y a eu un Mathieu qui est débarqué dans les échanges. Voilà. Alors, moi, comment je t'ai connu? Simplement que je suis ce que fait Morgane, comme je suis à peu près tout ce que font les thérapeutes chez Meiso. Et du coup, je vois qu'elle a participé à un podcast. Je me dis, tiens, étonnant. Je vais simplement écouter pour voir un peu ce qui s'est dit, voir si ça me parle, et puis voir s'il y a moi, j'ai des choses à apprendre. Parce que voilà, j'estime que j'ai toujours des choses à apprendre. Et voilà, donc j'ai écouté ce podcast et c'est vrai que c'était intéressant comme échange. Et c'est vrai que j'ai fait ce retour à Morgane, je crois que je te l'ai fait à toi aussi, de voir que même si on l'écoute plusieurs fois, on va comprendre à chaque fois des choses différentes. Et en une compréhension, en une écoute, c'est vrai que moi, ça m'a renvoyé à des choses chez moi, ça m'a fait comprendre des choses, ça m'a fait apprendre des choses, donc c'était quand même extrêmement intéressant. Merci. Et puis c'est tout. Et puis, suite à ça, je vois Morgane, et là, à un moment donné, je me dis, mais il faut que je voie Marie. Ouais. Pour moi, c'était une évidence, si tu veux, de me dire, voilà, je pense que... Ouais. Et c'est là que je reçois un message de Morgane qui me dit,
il y a quelqu'un, j'ai fait un soin avec Mathieu, incroyable d'ailleurs, il veut te rencontrer, voici son numéro. Ah, qui est ce Mathieu? Et, et de là, on s'est rencontrés. C'est ça. Et du coup, on a fait une première séance ensemble. Et ça a été un tsunami parce que je suis arrivée sans attente. Justement, je ne savais pas à quoi m'attendre. Et moi qui ai un lourd passif de contrôlante maniaque qui veut tout anticiper, etc., depuis plusieurs mois, je suis en mode allez, on va voir. Et je sais pas, je sentais que je devais te contacter. Donc j'y suis allée. Je suis arrivée et tu m'as dit, je dis, alors, tu fais comment? Tu fais quoi? Toutes les séances sont différentes. C'est un terrain de jeu. Je vais aller questionner ton corps et on va voir ce qu'il nous dit. Ah, d'accord. Et rien que là, j'étais amusée parce que je me suis dit, bah tiens, allons discuter. Et à chaque fois qu'il y avait un blocage ou autre, et tu disais, pourquoi? On va aller creuser. Et de là, tu remontais le fil. Et c'est vrai qu'en séance de 3 heures, tu as remonté des fils qui dataient de ma vie intra-utérine, dont j'avais certaines choses dont j'avais connaissance, que tu ne pouvais pas avoir connaissance de manière rationnelle et que tu m'as verbalisé, que ça soit en termes d'une fausse couche qu'il y avait eu avant moi, que ça soit d'autres choses, etc. J'irai pas dans les détails trop, mais c'était beaucoup trop énorme. Et c'est surtout que ce que tu disais, mais tu vas peut-être l'expliquer, c'est que n'avait pas pour objectif de me dire une vérité, mais juste d'affirmer quelque chose que tu ressentais et de laisser mon inconscient l'entendre pour qu'après, il le digère et qu'en tout cas, ça ait pu remonter à la conscience pour que ça soit pris en considération par tout mon être. J'essaie de l'expliquer de la manière la plus facile à comprendre. Parce que même moi, j'ai du mal à l'expliquer, mais je trouve que c'est la manière la plus abordable de dire la chose. Et ce que je recevais, tu m'avais dit, laisse, contrôle pas, on verra bien. Et les jours qui ont suivi il m'est tellement arrivé des choses, je dirais pas perchées, parce que c'est juste qu'il m'est arrivé un enchaînement de situations qui n'étaient pas négatives du tout, mais juste, ça a remué. Et je me sentais physiquement vraiment remuée, alors que tu ne m'as pas manipulée, tu m'as à peine effleurée. Mais voilà. Pour faire simple, je dirais que je suis un outil. Et du coup, je vais servir de miroir. Okay. Pendant longtemps, j'ai travaillé en tant que kiné où, comme on en parlait hier, je te disais qu'il y a une forme où je prenais le pouvoir. Okay. Et les gens me donnaient leur pouvoir. Pour les soigner. C'est ça. C'est-à-dire que très souvent, quand on arrive chez le kiné, c'est bah, tiens, je te laisse mon corps, répare-le, rends-le-moi. Donc, c'est-à-dire, tu me donnes ton pouvoir de te guérir toi. Donc, je te le prends, je l'accepte, et donc, je te soigne. Donc, je vais réparer ton corps, et je te le rends. Comme si, finalement, chacun, nous n'avions pas nous-mêmes le propre pouvoir de s'auto-guérir. Voilà. Et du coup, on dit bien, je vais me faire soigner. Je vais te soigner. Si on regarde un petit peu ce que décrit le mot soigner, c'est le soi qui est nié. Oh, ok. Donc, tu es d'accord pour nier ton soi. Pour le donner à quelqu'un d'autre qui va s'occuper et se charger de décider. C'est ça. Ok. Et du coup, ça, je l'ai fait pendant longtemps, sans le savoir. Oui. Donc, c'est ok. Je ne me juge pas par rapport à ça. En revanche, c'est plus ce que je veux faire aujourd'hui. Aujourd'hui, mon objectif dans mes séances, c'est d'arriver à te montrer qui il y a à l'intérieur. Et du coup, que tu puisses prendre, reprendre, trouver ton pouvoir. Détaché des peurs, détaché de ton histoire. C'est ça. En fait, ton pouvoir, tu l'as toujours eu, mais sauf qu'on a mis des couches par-dessus. Effectivement, on a mis des peurs, on a mis des mémoires, on a mis des traumatismes, on a mis énormément de choses par-dessus. Et du coup, il y a quelque chose où tu t'en es éloigné. Donc c'est très facile de donner le pouvoir à l'autre pour arriver à faire quelque chose à l'intérieur de soi. Est-ce que tu
penses que quelque part, la médecine occidentale, qui sépare le corps de l'esprit et de l'énergie, du corps énergétique, est-ce que tu penses que quelque part, cette médecine-là, qui considère que le soignant sait et le soigné écoute, obéit, respecte un protocole, prend un médicament, etc., est-ce que tu penses que quelque part, ça nous retire de notre pouvoir? C'est un terrain qui est délicat à aborder. J'admets. Euh, Surtout que parfois, c'est nécessaire. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Je ne diaboliserai pas la médecine actuelle, loin de là. Elle fait des miracles quand même. Elle fait des miracles et j'ai vécu des expériences qui me prouvent que c'est essentiel d'avoir toute cette médecine. En revanche, je pense qu'il y a d'autres approches, d'autres manières de voir les choses, d'autres manières de faire qui ne sont pas incompatibles. Et qui offrent un autre regard aussi sur une situation donnée. C'est ça. Et je pense qu'on peut très bien arriver à fonctionner tous ensemble, main dans la main, sans forcément exclure, juger, diaboliser l'autre. Je suis complètement alignée avec ça. Voilà. Oui, on peut aussi aller sur le terrain il y a une forme de déshumanisation, une forme de je te prends ton pouvoir en te disant que c'est moi qui sais et toi tu ne sais pas et donc je t'explique comment ça fonctionne et je prends ton pouvoir. Et en même temps, comme tu le dis, dans certains cas c'est nécessaire et c'est ok. Voilà. Par contre, moi c'est pas ce que je veux dans mes séances. Moi, ce qui m'importe, c'est justement de te rendre le plus autonome possible avec tout ce que ça comporte. Mais alors, quand tu as quelqu'un qui arrive et qui se met devant toi, à quoi tu te branches sur lui pour voir des trucs que personne ne voit? Question à 1 million. Du coup, il faut faire un petit retour en arrière, effectivement, pour comprendre ma pratique et voir d'où je viens. Comme je disais, je suis très terre à terre, je suis kiné de base, et j'ai progressivement fait évoluer ma pratique en intégrant énormément de choses. Okay. D'accord ? Et en comprenant aussi énormément de choses. Que tu as appris ou sur lesquelles tu t'es formé ? Les deux. Okay. C'est-à-dire que tu as découvert par toi-même en regardant les corps. C'est ça. C'est-à-dire que j'ai soit découvert des choses, soit lu des bouquins, soit regardé des vidéos sur YouTube, soit fait des formations. Okay. J'ai fait des formations notamment en reboutement ancestral, par exemple. C'est quoi ça ? C'est les bases de l'ostéopathie. Ok. J'ai une grande part de ma formation a été aussi la PNF, dont je te parlais hier, la programmation neurofonctionnelle. Ok. Donc, j'ai suivi les enseignements d'Arnaud Tortel. Ok. Et par la suite, je suis devenu formateur aussi. Et donc ça, cette approche PNF... Alors l'approche PNF, elle regroupe énormément de choses. C'est une base très manuelle, avec de la posturo, avec de l'émotionnel, avec de la médecine chinoise, de la dantosophie, de la diététique. Et du coup, c'est une forme d'approche globale de la compréhension de l'être. Oui, ce qui est quand même en fait assez logique. Voilà. Ok. Donc c'est une formation qui m'a énormément plu. C'est pour ça d'ailleurs que je suis devenu formateur. Okay. Et dans cette formation, on utilise aussi des outils, différents outils. On va utiliser des patchs à infrarouge. On va utiliser l'alimentation. On va utiliser des activateurs buccaux. Okay. On va utiliser des ondes pour travailler au niveau cérébral. Enfin voilà, on a plein de possibilités et je me suis éclaté pendant un temps à faire ça. Ouais. Et ça t'a permis d'être peut-être plus sensible à certaines choses, à certains signaux du corps qui révélaient des émotions ou des choses comme ça ? Oui. En fait, la sensibilité, je l'ai acquérie aussi au fur et à mesure de ma pratique. C'est-à-dire, plus je pratiquais, plus j'ouvrais des portes, plus j'acquérais de la sensibilité. Et il n'y a pas, c'est comme tout, c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Donc, clairement, c'est en fonctionnant que j'ai découvert aussi tout ce que j'étais capable de faire. Okay. Si j'en reviens à quelque chose de concret, pendant ma séance, je vais utiliser un test tiré de la kinésiologie, donc un test de résistance musculaire au niveau des doigts. C'était ça le premier truc que tu m'as fait. Voilà. Oui, en fait, tu testais plusieurs endroits et puis il y avait des moments où en fait tu testais un
une zone ou, Oui. ou un système. Mhm. Et mes doigts, littéralement, lâchaient. Enfin, je ne pouvais pas tenir. C'est ça. Mais ça partait. Ah, tiens, sur ce sujet-là, ça tient pas. Voilà. Et du coup, ce petit test, à la base, je fonctionnais beaucoup avec ça. Donc ça, c'est ce que j'ai appris pendant ma formation en programmation neurofonctionnelle. Donc j'utilisais beaucoup ce petit test. Et plus je l'utilisais, plus en fait, j'avais la sensation que au moment où j'utilisais ce test, en même temps, j'avais la réponse. Ok. C'était assez bizarre au début, parce que du coup, Mais elle popait dans ta tête? j'avais la réponse qui arrivait dans ma tête. C'est comme si je l'entendais à l'intérieur Et de ça moi. pouvait être quel type de problématique? Par exemple, quel type de test tu faisais sur un corps? Quel test tu as pu faire Le test de base, c'est un test où on va tester les cicatrices, voir Ah oui. l'état de la cicatrice. Est-ce que la cicatrice est déjà bien cicatrisée au niveau physique? Et derrière, est-ce qu'il y a des choses encore qui sont associées à cette cicatrice? Au niveau émotionnel, au niveau mémoriel, Ouais. etc., etc. C'est les choses par lesquelles tu es entré. C'est une de mes manières de rentrer dans le corps. Ouais. Parce que j'ai Un de mes points un tatouage là et un tatouage là, et c'est le premier truc que tu as testé. Et les tatouages sont des cicatrices. Eh ben oui. Voilà. Du coup, voilà, c'est typiquement le genre de test que je fais pendant mes séances. Et du coup, ouais, j'en étais à dire que plus je faisais ce test, plus j'avais l'information qui arrivait. Parce qu'en fait, quand je fais ce test, je pose une question À l'intérieur de ta tête? à l'intérieur de ma tête. Ok. Et du coup, j'ai l'information qui arrive par le corps, avec ce test musculaire. Ok. Et plus je faisais ce test, plus j'avais l'information qui arrivait au moment où je finissais la question. Ok. Donc avant que je teste au niveau du corps. Ok. Donc l'information arrivait dans ma tête. Plus je continuais à faire ce test, plus j'avais la réponse qui arrivait avant même que je pose la question. Et c'était quel type de réponse? La réponse. C'est pas quel type, peu importe. C'est oui, c'est non, c'est une image, c'est Un souvenir? un souvenir, c'est j'entends quelque chose, ça peut être tout et n'importe quoi. Et du coup, ça rejoint ce que je te disais au départ quand on a parlé de Meiso, où j'ai cette faculté À partir. Ouais. à facilement visualiser les choses et à être en état de conscience modifié. Clairement, pendant les séances, je suis pas dans un état, entre guillemets, normal. Ok. Je suis dans un état où je suis dans une forme... on pourrait pas parler de transe, mais c'est quelque chose où je sens que je suis plus forcément présent de la même manière, on va dire. Et du coup, j'ai facilement l'information qui arrive. Voilà. Donc en fait, pendant mes séances, j'ai deux manières d'avoir les informations, soit avec ce petit test musculaire, soit par les informations que j'accueille. Et en fait, pour que ça prenne un peu plus de sens concret pour les personnes qui nous écoutent, parfois, il y a des maladies physiques, ou parfois il y a des maladies physiques ou des difficultés psychologiques ou des peurs ou des blocages où on se dit de manière conventionnelle, je vais agir sur ça maintenant, dans le présent, je vais prendre un médicament, je vais me forcer à débloquer mes blocages, ou je sais pas. Bon, bref, toutes les solutions qu'on peut imaginer qui sont admises et courantes. Et toi, ce que tu viens réveiller, ou en tout cas ce que tu viens mettre en lumière, ce sont des choses qui souvent remontent à l'enfance de quand il s'est passé ça, tu as intégré ça. Et là, en fait, quand tu nous donnes cette information-là, ça fait une espèce de résonance, ça fait un espèce d'écho. Ah ben oui, en fait, bah oui. Et il n'y a pas de oui ou non, c'est juste laisse-le digérer et vois ce que ça te fait. Et en fait, là où ça devient intriguant, c'est que, bon, déjà, toute la partie là, déjà, c'est très intriguant parce que tu remontes à des choses que parfois même nous, on ne sait pas. Mais quand on creuse un peu, on se rend compte que, en fait, c'est pas tant d'aller vérifier si le fait est exact, parce que parfois ça remonte à la période intra-utérine, mais c'est juste que quand tu le dis, c'est comme si ça faisait sens et que tout notre corps réagissait et se détendait dans cette affirmation de « Ah ben oui ». Et ce qui est d'autant plus intéressant, c'est de voir qu'à la suite des séances, ça fait son chemin.
Et ça agit tranquillement, en fait, sur les peurs, le blocage, la douleur, ou autre, en fait. On appelle ça la magie. Ah, waouh. L'âme agit. Ok. 3 points pour toi. T'en as beaucoup en plus des comme ça. Donc là, ça veut dire, sur ce plan-là, il y a des choses qui sont faites depuis des années. Donc les gens, je pense, sont encore un peu fermés, mais ouverts. Là où ça devient plus intriguant, c'est quand tu commences à remonter sur des plans de conscience que nous n'avons pas dans cette vie-là. Mhm. Et là, les termes vont me manquer énormément parce que même moi, je ne saurais pas dire, mais en tout cas, tu viens aussi réveiller ou indiquer des choses dont on a hérité dans notre vie actuelle, mais qui en fait ne sont que des résultantes ou des fils rouges qu'on a tirés d'autres vies dans lesquelles notre âme, notre conscience est déjà encore ailleurs. Je sais pas comment le dire. C'est très bizarre. Et là, nous sommes sur si vous écoutez ce podcast, vraiment, écoutez, genre, laissez infuser. Voilà, il n'y a pas d'explication. Juste on écoute et on voit ce qui résonne ou pas. Voilà. Je vais juste faire une petite parenthèse et reprendre ta dernière phrase. Quand je commence une séance, une des premières choses que je vais dire, c'est justement ça. Ne me croyez pas. Ouais. Écoutez ce que je dis. Voyez comment ça résonne à l'intérieur. Si ça résonne, c'est OK. Si ça résonne pas, c'est OK aussi. Et c'est tout. Donc, effectivement, pour ce podcast, j'ai l'impression que c'est un petit peu la même chose. Ouais, c'est ça. Si tout ce qu'on aborde, ça résonne, c'est OK. C'est cool. Si ça résonne pas, c'est OK aussi. C'est OK aussi. Et on aura juste l'air de 2 grands perchés qui parlent derrière le micro. C'est pas grave. Mais il y a 1 an et demi, j'aurais écouté ce genre de propos, j'aurais pas jugé. J'aurais juste oui, bon, oula, ah. Et en fait, aujourd'hui, je suis toujours un peu en mode mais j'écoute parce que je constate. Et la deuxième des choses que je dis aussi, c'est ne cherchez surtout pas à retenir les choses qu'on va aborder, parce que tu peux le témoigner, on aborde quand même énormément de choses, c'est quand même assez dense pendant une séance. Du coup, vouloir retenir tout ce qui a été abordé, c'est comme si d'une certaine manière, tu retiens les choses. Donc tu ne veux pas les laisser bouger, circuler à l'intérieur de toi, se transformer. Et donc tu restes dans un état de blocage. Alors que si tu te laisses porter, tu te laisses porter, tu reçois les informations et tu fais confiance à ton inconscient derrière qui fait du ping-pong ou un flipper à l'intérieur et qui agit en adéquation avec les informations qu'il a pu avoir, tu vas voir que derrière, ça va se fluidifier et ça va bouger tranquillement au fur et à mesure des jours, des semaines, des mois, peu importe. Et de temps en temps, tu vas avoir un flash où tu vas dire « Ah, oui, ce que je suis en train de vivre là, ça fait écho. Ça fait écho avec ce qu'il m'a dit, ça résonne. Je m'en souviens. Merci. » Et du coup, tu passes à autre chose. Le truc, moi, c'est que quand on a commencé à faire notre séance et que j'étais déjà dans un process d'évolution personnelle depuis des mois, enfin même depuis des mois, même si j'ai travaillé sur moi depuis des années, quand tu viens avec X problématiques, X blocages, ou juste que tu es curieux de faire un état des lieux et que tu te dis, ok, j'avais toutes ces peurs-là qui résultent de mon enfance, de quand j'ai intégré ça. Ah oui, en fait, il y a le transgénérationnel. Donc déjà, tu te mets à accepter qu'en plus de ça, tu récupères des trucs de tes parents ou de tes arrière-grands-parents, machin. Et puis quand en fait, tu apprends qu'en fait, tu récoltes aussi de choses, de vie, qui ne sont pas dans cette vie-là, qui sont ailleurs, mais que tu chopes quand même de ton toi ailleurs, dans un autre contexte, et que tu es en permanence connecté à cet autre toi dans un autre monde,
Très bien défini. et que tu te dis, eh ben, on n'est pas sorti de l'auberge, les gars, mais que ce que tu dis et ce que tu évoques est tellement résonnant et est tellement factuellement dans cette vie-là actuelle, tellement évident que ça continue à faire écho, que tu te dis, mais et qu'est-ce qu'on en fait de ça? Et comment tu l'expliques sans l'expliquer? Quelle Moi, serait ta définition du coup de ça? moi, pour moi, c'est une manière d'expliquer les choses. Ok. Comme je t'ai dit au début, je cherche à comprendre pourquoi. Ouais. Et du coup, c'est une manière de dire, bah, ok, tu fonctionnes comme ça, tu as ça à l'intérieur de toi, tu as ces ressentis, ces émotions, parce que. Et là, on ouvre la porte. Et en ouvrant la porte, on peut tomber sur effectivement ce genre de mémoire qui arrive d'une autre vie. En tout cas, pas de celle actuelle. En tout cas, pas de cette réalité, on va Parce dire. que vu ce que tu m'as sorti... Voilà. On tombe sur des mémoires d'une autre vie et ça va permettre de se dire, ok, si j'ai ce lien avec cette personne, si j'ai ce ressenti avec cette personne, c'est peut-être pas forcément qui ne m'aime pas ou qui veut me faire du mal ou autre. C'est juste que lui, à ce moment-là, on se branche tous les deux sur cette mémoire et du coup, on a ce fonctionnement qui revient automatiquement parce qu'on a déjà vécu ça. Et du coup, pour les besoins de l'expérience de cette vie-ci, eh ben, on va revivre une part de ça. Puisque, comme tu me l'as dit hier, on est venu s'incarner dans la matière pour pouvoir faire des expériences et pour pouvoir s'élever et grandir. C'est ça. Notre âme est venue se mettre dans notre corps pour, à la fin, avoir appris, grandi et s'être élevé par rapport à toutes les choses qu'on avait à régler. Parce qu'on vient tous, en fait, avec un lot on vient avec un paquet entier de plein de choses. Et l'objectif, c'est peut-être ça. C'est peut-être, en fait, on vient dans la matière s'incarner dans cette vie-là pour régler des choses et prendre notre place la mieux possible et s'élever, on va dire. Alors, on vient pas que pour régler des choses. Pas que. On vient kiffer un peu aussi. Voilà. On vient faire une expérience terrestre, C'est matérielle, incarnée dans la chair, dans la matière. Et ça fait écho avec la citation que tu disais au départ, où moi je vais un tout petit peu la modifier et je vais dire, nous ne sommes pas des êtres spirituels, bien que si, mais nous sommes des êtres multidimensionnels qui faisons une expérience de matière. Et du coup, c'est extrêmement intéressant comme expérience, parce que du coup, on vient le matérialiser, on vient le créer. C'est pas toujours calme, mais ouais. C'est pas toujours calme, effectivement. Et en même temps, ça offre énormément de possibilités. À ceux qui acceptent. À ceux qui acceptent, voilà. Et là, c'est un autre point. Le libre arbitre. Le libre arbitre, effectivement. C'est comme si, une fois qu'on commence et qu'on met le doigt dans l'engrenage, c'est plus possible de revenir en arrière. Une fois que tu commences à essayer de comprendre comment ça fonctionne, de prendre du recul sur toi, de regarder un petit peu les détails de qui nous sommes, tu mets le doigt dans l'engrenage. C'est-à-dire, à partir du moment où tu cherches à prendre du recul sur qui je suis, comment je fonctionne, qu'est-ce qui m'anime, pourquoi je suis là, toutes ces questions, on pourrait appeler ça la spiritualité, le développement personnel, tout ce que tu veux, peu importe comment on l'appelle, mais à partir du moment où tu commences à mettre le doigt dedans, c'est fini. Parce que tu n'es plus là. Tu n'es plus dans l'expérience. Non, c'est pas que tu n'es plus dans l'expérience, mais c'est fini dans le sens où tu n'as plus de retour en arrière possible. Tu ne peux plus dire que tu ne savais pas. Oui. Bienheureux est celui qui ne sait pas. Oh oui. Oui, parce que oui, dès que tu commences à faire ce travail-là, tu es obligé d'y aller à fond. Tu es obligé de t'y confronter, en fait. Tu fais face à tout. C'est ça. C'est-à-dire que tu soulèves le couvercle et tu es là, là-bas, bordel. Et puis là, tu as déjà soulevé le couvercle et puis tu es obligé de te plonger dedans. Et du coup, moi, ce qui m'importe, c'est effectivement d'aller comprendre le pourquoi, d'aller me balader dans les vies antérieures, mémoire de vie intra-utérine, familiale, etc., peu importe. Mais c'est surtout de revenir à la matière. Oui. C'est-à-dire pas de rester voilà, c'est bien beau d'aller explorer tout ça,
Ouais. Ça nous apprend des choses. Mais ce qui compte, c'est aujourd'hui, qu'est-ce qu'on en fait? Et en même temps, il n'y a pas que ça qui compte. On ne peut pas, on peut aussi, mais de mon point de vue, ce serait illusoire que de rester suspendu à ses mémoires et d'essayer de comprendre en permanence tout ce qui se passe. C'est ça, et je pense que ça peut être aussi un mécanisme de fuite pour certaines personnes qui se réfugient dans des excuses, entre guillemets, ou des raisonnements qui sont finalement de l'ordre du que spirituel, Ouais. et qui se coupent aussi de la réalité parfois. Ouais. C'est pour ça que moi j'aime bien faire le pont entre la matière et justement tout ce qui est dans le subtil, dans l'invisible. C'est ce qui m'importe vraiment, et c'est d'ailleurs pour ça aussi que... Enfin, ce qui m'avantage dans ma pratique, c'est que je pars de quelque chose de très terre-à-terre, de très matériel. Ouais. Donc la kinésithérapie, donc l'approche corporelle de la chose. Et après, j'ai été faire l'expérience, moi, d'aller voir tout ce qui se passe au niveau subtil, avec toutes les étapes que ça comporte, toute cette compréhension, on va dire, et pour revenir à la fin dans la matière. Et faire le pont entre les deux. Et du coup, naviguer. C'est ce qui se passe pendant mes séances. C'est-à-dire qu'on peut très facilement aller naviguer du subtil à la matière. C'est tout à fait ça. Parce qu'en fait, on fait sans arrêt des rebonds et des ping-pong en fait, entre des choses très concrètes de la vie en ce moment et de « Ah mais oui, mais en fait, je me suis branchée sur un autre truc. Mais ah oui, ça vient de là, etc. » Ou peut-être pas. Et de voir comment ça résonne. Et je pense que là, peut-être donner un exemple concret qui pourrait parler et sur lequel je peux dire, c'est que une des choses que tu m'as évoqué quand je suis arrivée en séance et que tu testais au niveau intra-utérin, c'est que tu m'as dit tu es l'aîné. Et moi j'ai dit mais oui, je suis l'aîné, je suis après. Et tu m'as dit non, t'es pas l'aîné. Je dis bon ça, t'as été élevée comme une aînée, mais l'utérus de ta maman avait eu une présence avant qui n'est pas restée puisqu'il y a eu une fausse couche. Donc toi, tu savais que t'étais une deuxième, mais t'as été élevée comme une première. Donc premier trauma entre guillemets, qui fait dire mais en fait il y a un problème là, on m'impose une posture d'aîné, et donc qu'est-ce que ça entraîne dans le comportement ou les automatismes dans la vie de tous les jours. Dans la vie de tous les jours, c'est ça. Et ça c'est juste un micro truc, mais qui peut finalement avoir un impact énorme. Oui. Et donc on se doute là que toutes les choses qui ont pu se passer pendant la grossesse, quel qu'il soit, ont finalement pu ou pas avoir une incidence sur le bébé en devenir, enfin, le fœtus en devenir, parce qu'après, chaque fœtus, ou chaque âme, je pense, prend ce qu'elle veut bien prendre aussi, comme chose à régler. La phase de vie intra-utérine, c'est le berceau de tous les fonctionnements que tu acquiers pour ta vie d'après. Du coup, comment tu programmes ces fonctionnements en n'ayant des traumatismes? Mais alors, est-ce que du coup, quelque part, c'est déjà écrit ou pas que tu dois régler ces choses-là? D'une certaine manière, d'un certain point de vue, on peut se dire, avant de venir s'incarner, je vais regarder où est-ce que je vais m'incarner. Ce papa, cette maman, ok. Allez. J'y vais. Ils ont ça avec eux, le petit bagage familial. Ok, ah, ça me dit bien ça. Ça va rentrer en cohérence avec ça, je vais pouvoir faire telle expérience derrière. J'ai pas encore fait ces expériences-là. Ok, cool. Je vais pouvoir faire ces expériences-là. Ok. Donc, d'une certaine manière, de mon point de vue, encore une fois, il y a des choses qui sont écrites, effectivement. Et si on en revient d'un point de vue plus terre-à-terre, si on redescend un peu plus, tout ce qui se passe dans la vie intra-utérine, c'est toi qui l'as choisi. Ouais. Oui. Même si c'est en connexion avec maman, en général, il se passe des choses au niveau de maman, des émotions, des prises de conscience, maman peut fumer, peut boire de l'alcool, etc. Oui. On peut tout imaginer. Du coup, toi, petit fœtus que tu es à l'époque, en dessous, bah, tu peux ou non choisir de garder ce qui se passe au niveau de maman comme traumatique. Oui. C'est là où je te dis, c'est toi qui choisis. Mais alors pourquoi tu le choisis? Et voilà. Pourquoi? Maman peut avoir la pire chose pendant la grossesse. Si tu la prends pas. Toi, petit fœtus, tu peux dire ça. Rien à foutre. Je prends pas. Et elle peut avoir une émotion insignifiante, passer totalement inaperçue. Et toi en dessous, tu fais ok, ça je prends et c'est parti. Ouais. On va développer pour ma vie d'après un système qui va résonner à l'intérieur de moi et qui va diriger une partie de ma vie. Ouais. Mais ça c'est assez incroyable parce que
dans ce que tu avais évoqué. Je donne des exemples un peu plus concrets pour que ça parle, tu vois, pour que ça fasse écho sans que j'aille dans les détails, mais parce que sinon ça peut paraître très, mais de quoi il parle, je comprends pas des traumatismes, etc. Mais un autre exemple où tu m'as dit, on t'a forcé à sortir. Tu m'avais sorti ça comme ça, on t'a forcé à sortir. Et moi, j'essaie de détricoter et je sais qu'effectivement, ils ont dû forcer le fait que je sorte de manière avec des ustensiles en fait, enfin médicaux, ce qui est relativement courant en fait dans les naissances. Et tu m'avais sorti ça, tu m'as dit mais qu'est-ce que c'est effrayant de forcer quelqu'un à sortir d'un endroit où il est au chaud et pépère. Comment tu veux après dans ta vie ne pas avoir peur de tout ce que tu ne connais pas? Et là je t'avais regardé, mais et du coup c'est très c'est pas comme si tu m'offrais une solution sur un plateau de voici comment tu vas faire dans ta vie pour ne plus avoir peur, mais c'est juste que d'intégrer qu'en fait j'avais ça qui effectivement, alors que je n'avais pas du tout de pouvoir sur quoi que ce soit, on m'a dit mais tu sors de là, sors, et que j'arrive dans un truc, mais quel bordel, qu'est-ce que c'est bruyant et tout, j'ai pas demandé à sortir. Pour certains bébés c'est traumatisant. Et ça impacte du coup notre manière de réagir aux événements que l'on ne connaît pas. Par exemple, là c'est un exemple très concret, mais en fait on peut le reporter à absolument tout, notre manière de relationner. Si on a des vies karmiques avec quelqu'un qu'on revoit dans cette vie-là, tout, en fait, tout refait écho à tout, parce qu'en fait on est continuellement connecté à la fois à notre passé, à notre enfance, aux personnes de nos générations précédentes, enfin à notre famille, nos ancêtres, et puis apparemment à notre nous ailleurs. Donc ça fait un joyeux mélange. Joyeux bordel. Joyeux bordel. Dit comme ça, effectivement, ça peut être effrayant. Ça peut être effrayant, ça peut faire beaucoup de choses. On peut se dire, mais waouh, qu'est-ce que c'est que tout ce bazar, quoi. Et je pense que le but, c'est pas de faire peur aux gens qui voient tout ce qu'il peut y avoir, mais le but, c'est simplement peut-être à un moment donné de se dire, voilà, dans ma vie, j'ai des blocages là, j'ai une part de moi qui va pas bien, j'arrive pas à avancer, j'arrive pas à faire ça, ok. Est-ce que à ce moment-là, on a peut-être besoin d'avoir un miroir juste pour aller essayer de se dire, je vais expliquer, je vais mettre des mots sur ce que je ressens. Et c'est là que j'interviens. Ouais, magie. Ça sert à rien de vouloir faire ça en permanence. Non. Ça n'a aucun sens. Il n'y a pas de but. Ce serait rester dans une espèce d'explication permanente et du coup s'empêcher aussi d'être présent, d'être dans la matière et de vivre. Ressentir. La meilleure chose qu'on puisse faire, c'est simplement de vivre. Simplement. Et rien d'autre. Par contre, effectivement, s'il y a des blocages, s'il y a des choses, ok, là, je prends du recul, là, je peux me prendre un temps pour essayer de comprendre ce qui se passe. Et quand bien même, la compréhension aura lieu au niveau conscient et surtout au niveau inconscient. Donc, quand bien même, moi, je vais mettre des mots, c'est pas juste des mots que je vais mettre, c'est aussi beaucoup d'autres choses derrière. Ça peut m'arriver aussi, ça tu l'as pas encore vécu, pendant mes séances d'être beaucoup plus terre à terre. Ouais. Et du coup, je vais aussi m'adapter en fonction de la personne que j'ai en face de moi. Adapter en fonction de ce que je ressens, en fonction du besoin. Et de ce que la personne est en capacité de recevoir. Et de ce que la personne est en capacité de recevoir. Et d'entendre. Et d'entendre. C'est pas à chaque séance où on va aller se balader dans toutes les vies karmiques, etc. machin. Ça m'arrive de faire des séances aussi beaucoup plus terre à terre, où je vais... S'il y a des problématiques plus d'ordre physique, où je vais simplement expliquer pourquoi ça fait mal ici, comment ça réagit au niveau du corps, quelle est la chaîne musculaire qui est associée, et du coup, qu'est-ce qui se passe au niveau de la symbolique derrière. On peut aller voir un petit peu les mémoires, mais du coup, on va avoir une compréhension globale du corps avec des explications simples. Ouais. Et du coup, ça permet de comprendre simplement comment on fonctionne. Mais
Et en plus, même pour les personnes qui veulent aller résoudre ou en tout cas expliquer des blocages beaucoup plus terre à terre, si je devais donner des exemples, ça pourrait être, allez, à titre d'exemple, des personnes que l'on a dans notre cercle, avec qui on a une connexion très particulière, et avec qui le lien s'est défait ou se refait ou se redéfait sans arrêt et qu'on n'arrive pas à se séparer d'une personne, par exemple. Ça peut être des dépendances à des substances, à des comportements. Ça peut être des états anxieux dans certaines situations. Ça peut être des états de colère. Ça peut être absolument toutes les choses que l'on identifie comme étant gênantes, bloquantes, handicapantes dans notre vie quotidienne, que ça soit physique ou émotionnelle, et qui nous font nous dire qu'on a un problème, globalement. Et donc, le vrai travail, c'est pas tant de dire comment je soigne ce problème, mais c'est d'abord aussi d'accepter qu'il est là pour une raison. Toujours. Et qu'il est là pour nous dire qu'il y a un mal à dire. Oui. La maladie. C'est... le corps parle. Ouais. Et il faut simplement l'écouter. Regarder ce qu'il a à nous dire. On a tous la capacité de le faire. En revanche, on nous a jamais expliqué comment faire. Et c'est un petit peu le tort de cette société de pas nous pousser à comprendre ce qui se passe à ce niveau-là. Et du coup, de nous prendre notre pouvoir au niveau de notre corps. Mais ça, tu peux l'extrapoler à absolument tout. Effectivement. Moi, je reste dans cette dimension-là parce que c'est mon boulot. Enfin, c'est ma passion quelque part. Et du coup, moi, j'aime faire parler le corps. C'est ça, avant tout, qui me passionne aussi. Qu'est-ce que le corps a à me dire aujourd'hui ? Comme tu le disais si bien, quand je vois une personne arriver pendant une séance, la première chose que je me dis, c'est « Waouh, un nouveau terrain de jeu qui s'ouvre. Qu'est-ce que je vais pouvoir explorer aujourd'hui ?» Et apprendre aussi pour toi, en fait. Et apprendre aussi pour moi. Ça, c'est une notion aussi qui maintenant me tient vraiment à cœur. C'est de me dire... le rapport thérapeute-patient évolue. Mon point de vue, on n'est plus sur quelque chose qui est on pourrait appeler dominant-dominé. On pourrait appeler un rapport de supériorité, un rapport de celui qui sait et celui qui reçoit. Pour moi, on est sur un rapport d'échange entre deux êtres. Donc, c'est-à-dire que tu viens pour faire une séance, tu me sollicites pour faire une séance, très bien. J'ai des choses à t'apporter, j'ai des choses à te montrer. Comme je t'ai dit, je suis le miroir pour te montrer ce qui se passe à l'intérieur. En revanche, si tu viens me voir, c'est aussi que j'ai des choses à comprendre et à apprendre de toi. Ouais, on en a pris une belle hier. Donc forcément, je me remets aussi en question à chaque fois que je vois quelqu'un arriver. Et donc une des questions que je me pose aussi quand je vois quelqu'un arriver, c'est qu'est-ce que cette personne a à m'apprendre aujourd'hui ? Parce qu'elle ne vient pas par hasard. Il n'y a jamais de hasard. Et du coup, forcément, on rentre en connexion. Et si tu viens, c'est que tu as quelque chose pour moi. Ouais, je le conscientise ça d'autant plus que j'ai été face pendant des années à un corps médical, tu sais, de celui qui sait et toi tu écoutes et tu te tais, en gros, et tu appliques et on ne te pose pas la question, on ne pose pas les bonnes questions, du moins. J'ai eu la chance du coup d'expérimenter d'autres approches, notamment la tienne, celle de Morgane, tout ce qui était tantra, énergétique, psychotrauma, enfin d'autres choses en fait, qui venaient mettre le doigt différent. Et avec des personnes qui étaient beaucoup plus dans cette approche-là de on apprend les uns des autres en fait, et parce qu'on est tous là pour grandir. Et je le ressens vraiment même dans les accompagnements que je fais, à chaque fois à la fin je me dis waouh, j'avais pas identifié ce truc-là, mais pas mal ça, intéressant, enfin genre nouvelle explication, nouvelle piste en fait, de compréhension de l'humain dans sa globalité en fait, pas juste de la personne ou de moi, mais c'est vraiment de l'humain dans sa globalité et des mécanismes qui peuvent se mettre en route pour X raisons. Et après, sur la notion de hasard, de destin et de libre arbitre, ça, est-ce que tu n'y vois pas parfois un côté un peu comment dire, frustrant de voir peut-être plein de gens, entre guillemets, qui ne sont pas prêts à
vouloir expliquer les choses, etc., et qui s'en remettent, entre guillemets, qui sont presque, tu sais, tirés par un fil et qui n'essayent pas de juste wow, attends, comment je détricote les choses de mes blocages actuels, etc. Qui, tu vois, par exemple, des personnes qui vont nier des évidences ou qui vont refuser de faire ce travail un peu introspectif parce que tu dois faire face à ce type de personnes aussi. Peut-être pas s'ils viendront pas jusqu'à chez toi, mais Globalement, j'ai à peu près tout qui vient chez moi. Ok, bon. Enfin, quand je dis tout, c'est rien de péjoratif. Non. C'est tout type de profil, on va dire. Dont des personnes qui peuvent entendre qu'une certaine dose et puis Oui. qui voudront pas aller plus loin. Pour moi, c'était un des enseignements aussi du confinement. C'est-à-dire accepter qu'on ait chacun notre réalité. Ok. Accepter que l'autre a sa réalité, moi j'ai la mienne. On a deux réalités qui sont totalement différentes, qui vont se rejoindre sur certains points, et ça s'arrête là. Et du coup, on est simplement d'accord de ne pas être d'accord. Voilà. Et du coup, pendant mes séances, c'est ça aussi. C'est-à-dire que l'autre a sa réalité, j'ai la mienne. Forcément, à un moment donné, ça va se rejoindre, on va créer des connexions. En fonction, ça peut être beaucoup de connexions ou très peu de connexions. Et c'est OK aussi. La part de toi qui est frustrée de voir des gens qui n'ont pas envie de bouger, et en fait, c'est celle-là qu'il faut que tu ailles voir. C'est ça, toujours. C'est comme si c'était un espèce de miroir. Oui, tout à fait. Tout ce que tu regardes à l'extérieur est le miroir de ce qui se passe à l'intérieur. Toujours. Je vais te donner un exemple. Si tout à l'heure, on va se poser sur un banc et qu'on regarde un paysage, et que je te demande de me décrire ce que tu vois. Tu vas me décrire, là il y a une maison, là il y a ça, là il y a ça, là il y a ça. Tu vas avoir ta propre description de ce que tu vois. Si moi derrière je te décris ce que je vois, je peux te décrire certaines choses qui vont être identiques à toi, d'autres qui seront différentes. Donc c'est-à-dire que je vais aussi avoir ma propre perception. Pourquoi ? Parce que tu as un angle de vue différent. Oui, pourtant on regarde la même chose. Bien sûr. Parce qu'à un moment donné, tes yeux vont se focaliser sur certaines choses, mes yeux vont se focaliser sur d'autres choses. Pourquoi tes yeux, ton regard est attiré par certaines choses et moi, je ne suis pas attiré par la même chose ? Parce qu'on n'a pas la même histoire, parce qu'on n'a pas la même... Et pas les mêmes blocages, et pas les mêmes histoires, et pas les mêmes vies. Tu vas voir tout au fond cette personne qui ne veut pas bouger, qui ne veut pas évoluer, qui ne veut pas comprendre. À quelle part de moi qui ne veut pas bouger, est-ce que ça fait écho ? Voilà. Toujours. C'est ça. Et du coup, ça va te renvoyer à toi. Toujours. Quelle est cette part de toi qui ne veut pas bouger, qui ne veut pas comprendre, qui ne veut pas évoluer ? Et en faisant ce travail-là, du coup, on se détache de la frustration de ne pas voir l'autre. Ou on va la voir, on l'accueille, on l'accepte, on la regarde, on la transforme. Ouais. Et en fait, c'est à chaque fois que tu vas voir quelque chose à l'extérieur qui va te frustrer, qui va t'énerver, qui va te dire « mais putain, mais bouge, bouge, essaye de comprendre, regarde, moi j'ai compris ». Que dalle. Garde ta frustration. Que dalle. Et qu'en plus tu vas vouloir... C'est ça aussi, c'est que quand on a des situations dans notre vie quotidienne, je sais pas, votre patron qui vous saoule ou telle personne qui vous insupporte, plus on va essayer de contrôler, d'agir et de manipuler, de vouloir agir sur quelque chose pour que ça change, et ben moi ça va marcher et plus on va se fatiguer, et c'est pas ça l'objectif en fait. L'objectif c'est toujours de lâcher en fait. Enfin lâcher, ou en tout cas se regarder à l'intérieur. Et c'est un peu un des mêmes principes que je retrouve dans tout ce qui est polarité, avec les notions d'effet miroir en fait, notamment dans le féminin et le masculin qu'il y a en nous, et qui est en permanence en effet miroir à l'intérieur mais aussi à l'extérieur, et que en fait en réalité par cet effet de polarité, de ce qui nous dérange en face, à l'extérieur, c'est souvent quelque chose qui est blessé à l'intérieur, ou en tout cas qui doit être regardé à l'intérieur de soi. Alors, sous couvert de... Et encore, je sais même pas...
il y a parfois des agissements de l'extérieur qui sont évidemment irrespectueux et absolument absurdes et inhumains. Ça n'est pas forcément pour autant dire que on est pareil à l'intérieur. C'est quelque chose qu'on retrouve aussi dans les polarités, un petit peu. Ok. Même notion. On en avait parlé un peu d'ailleurs ensemble dans les séances parfois de féminin et de masculin. C'est quelque chose que tu prends en compte ou pas ? C'est quelque chose que je vais prendre en compte plus plus de manière corporelle, je dirais. Ok. C'est-à-dire, je vais aller voir le côté féminin, je vais aller voir le côté masculin au niveau corporel. Plus dans des démarches au niveau de compréhension des écarts qu'il peut y avoir au niveau du corps, au niveau de la posture, au niveau de tout ça. Le corps ne ment pas, donc si tu t'appuies pas sur ta jambe gauche, qu'est-ce qui se passe au niveau de ta part féminine ? Parce que la partie gauche du corps, c'est la part féminine. C'est La partie gauche, du coup, c'est ma partie droite ? Non, c'est ta partie gauche, c'est ta partie Ok. féminine, ta partie droite, c'est ta partie masculine. Ok. Et c'est vrai que ça va m'amener à parler d'une autre casquette que j'ai eue plutôt. Une autre part de ma vie où j'étais dans le sport, dans le sport de haut niveau, parce que j'ai fait du handball à haut niveau. Et donc concernant le sport, oui, ça m'amène à parler d'une autre casquette que j'ai, qui était que j'ai été sportif de haut niveau. Quel sport ? Handball. Ok. Je viens d'une famille de handballeurs où tout le monde pratique le handball. Mon grand-père a créé le club dans lequel j'ai commencé. Mon père était entraîneur quand j'étais jeune et j'ai monté progressivement les échelons. Puis ensuite, j'ai été détecté. Donc, je suis arrivé en Alsace, à Strasbourg, en pôle espoir. Donc ça, c'était à l'entrée au lycée. Je jouais aussi en équipe de France jeune, équipe de France junior. Là, t'avais quel âge ? Là, c'était 14, 15, Ok. 16, 17, 18. Et puis après, les études. Et en parallèle, je faisais aussi des études. Enfin, je disais à mes parents que je faisais des études. Parce que j'étais en STAPS, j'ai eu mon bac S, et j'ai fait STAPS par la suite. Donc pour suivre un peu cette voie aussi du sport. Donc STAPS, pour ceux qui ne savent pas, c'est une fac de sport. Évidemment, j'avais un statut de sportif de haut niveau, donc je pouvais louper des cours, donc je ne faisais pas grand-chose en termes d'études, on va dire les choses comme elles sont, ce qui fait que je me suis retrouvé à redoubler ma première année de STAPS. Et à un moment donné, je l'ai compris bien plus tard, mais mon corps m'a parlé. Ah. Tiens donc. Comment il a fait ? Comment je me suis fait une rupture des ligaments croisés au niveau du genou droit, seul. Donc c'était sur ce qu'on appelle un 1 contre 1, donc j'ai la balle et je pars dans une direction pour esquiver le défenseur. Et ton genou, il fait l'autre. Et mon genou, il part dans l'autre sens. Okay. Du coup, Mince. on a une torsion au niveau du genou, rupture du ligament croisé antérieur, donc un ligament qui est à l'intérieur du genou. Et du coup, là, pour moi, c'est la descente aux enfers totale. C'est-à-dire que j'étais au plus haut de tout ce que j'avais imaginé. Et t'es descendu du podium. Tout fonctionnait très, très bien. Et du coup, dégringolade. Et donc, à ce moment-là, je prends conscience que mon corps est mon outil de travail. Et que si je ne prends pas soin de mon outil de travail, je ne peux plus travailler. Parce qu'à l'époque, tu prenais pas soin de ton corps ? Je niais les signaux qui m'envoyaient. Qu'est-ce que cette blessure, elle est venue mettre en lumière ? Soit tu te regardes à l'intérieur, soit je vais encore t'enquiquiner un moment. Une des phases les plus importantes, c'est la phase d'acceptation. Mais si tu arrives à te regarder en face et dire « Ouais, je suis comme ça aussi. Ouais, j'ai cette difficulté-là. » Déjà, de l'accepter, en fait, c'est le premier pas pour envisager de changer. On a tous des casseroles. On peut les voir comme des casseroles ou on peut les voir aussi comme des boulets. La mort n'est qu'une étape. Et donc après la mort, c'est la naissance ? Dans le cycle de la vie. Il y a un combo de pas mal de choses quand même.